Donc, troisième capsule de cette période qui couvre la Deuxième Guerre mondiale, l'après-Deuxième Guerre mondiale, pardon. Donc, on va parler de ces forces qui se multiplient d'une certaine manière au Québec pour dénoncer le régime du Plessis. Ce sont les personnes qui vont accuser Duplessis de son manque du peu d'intérêt qu'il accorde au processus démocratique. On voit par exemple cette caricature-là. Donc, est-ce qu'il est en train d'enterrer la démocratie ou il est en train de la déterrer pour la violer de nouveau? Donc, c'est ce genre de truc-là qu'on voit de plus en plus. Présenter Duplessis comme celui qui est en train littéralement de vendre les intérêts du Québec, de vendre les ressources du Québec aux Américains. Donc, on va en voir de plus en plus et sous différentes formes justement de ces personnes qui critiquent ouvertement le gouvernement Duplessis. On va commencer, ben, par exemple, par un bouquin. Bon, c'est sûr qu'il y avait eu le manifeste du refus global en 1948 qui dénonçait la collaboration d'une certaine manière du régime politique avec le pouvoir religieux pour écraser et oppresser les Québécois et les empêcher de s'ouvrir sur le monde. Mais aussi, un autre bouquin qui va avoir énormément d'importance, c'est le livre Le Chrétien et les élections, écrit par deux abbés, donc deux religieux, qui vont dénoncer les pratiques électorales de l'Union nationale, sans jamais nommer le parti en tant que tel, mais on va dénoncer les pratiques électorales un peu tordues du gouvernement en place. Donc, le fait que ce soit écrit, ces bouquins-là, par des religieux, ça va apporter une espèce de plus grand poids moral d'une certaine façon. Et il y a beaucoup de Québécois qui vont prendre conscience justement de ce processus peut-être un peu tordu. Le vol de boîtes électorales, l'intimidation qu'il peut y avoir la journée des élections. Donc, ce sont des phénomènes comme ceux-là qu'on va dénoncer fortement dans ce livre-là. Parmi ceux qui dénoncent Duplessis, ben, ce sont des intellectuels, des universitaires, ceux que Duplessis appelle lui-même les crânes bourrés. Ce sont des personnes qui vont justement étudier dans toutes sortes de domaines et ce sont des personnes qui vont regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde occidental et s'aperçoivent que le Québec est d'une certaine manière en décalage, que la façon de fonctionner de l'État québécois est en décalage avec ce qui se passe ailleurs au Canada, aux États-Unis ou en Europe, par exemple. Une des places où on va contester le plus peut-être justement la façon de faire, ben, c'est l'École des sciences sociales fondée à la fin des années 1930 par un autre abbé, un autre religieux, Georges-Henri Lévesque. Donc, on va enseigner une nouvelle façon de faire. En fait, on va enseigner la sociologie, on va enseigner l'économie, on va enseigner la politique, on va enseigner l'histoire. Et là, on va regarder justement, en comparant avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, on va comparer le Québec d'une certaine façon et on va dénoncer. Il y a beaucoup de ces étudiants aussi, durant les années 40 et 50, comme le contexte économique est plus favorable, il y a de plus en plus d'étudiants canadiens-français qui vont aller terminer, compléter leurs études à l'étranger pour aller faire des programmes de maîtrise ou de doctorat. On va aller aux États-Unis, on va aller à l'Université Columbia à New York, on va aller en Europe, on va aller en Angleterre. Et justement, ces étudiants-là qui ont vu ce qui se passe ailleurs dans le monde occidental, quand ils vont revenir au Québec, vont vouloir justement souhaiter un espèce de changement. Un de ceux, justement, un exemple frappant de ce type d'étudiant qui va à l'étranger, qui va revenir au Québec et dénoncer le gouvernement du Plessis, c'est Pierre-Éliott Trudeau, le père de notre premier ministre actuel, Pierre-Éliott Trudeau, qui deviendra éventuellement en 1968 le premier ministre du Canada. Mais lui, il va lancer avec quelques autres collègues, il va lancer une revue qui s'appelle Cité libre. Pas qu'elle est nécessairement diffusée à si grande échelle, mais dans les milieux intellectuels, cette revue-là va avoir un impact et il y a énormément de collaborateurs de tous les horizons qui vont venir justement prendre la parole d'une certaine manière par le biais de cette revue-là. Et de façon générale, on dénonce le nationalisme réactionnaire de Duplessis. Mais il y en a même qui vont même il y en a certains qui vont même comparer sa façon de fonctionner à celle des nazis en Allemagne. On va dénoncer aussi la trop grande place qu'occupe le clergé au sein de la société québécoise. Ça empêche une certaine ouverture du Québec sur le monde. Et on dénonce évidemment, là aussi, la vaste corruption électorale de la période. Un journal fort important durant la période, quand on parle de ceux qui attaquent Duplessis, ben, c'est un journal, ben, c'est Le Devoir, un journal montréalais
fondé par Henri Bourassa. Bon, journal qui commençait peut-être à tirer de la patte vers la fin du régime Bourassa, justement, mais un journal qui va reprendre de la vigueur quand des individus de qualité vont en assurer la direction. Je pense ici à Gérard Filion, donc celui que vous voyez en haut, André Laurando, celui que vous voyez à droite, et Pierre Laporte, donc un journaliste d'enquête important tout en bas. Pierre Laporte, ce sera celui qui va devenir éventuellement ministre au sein du Parti libéral et que c'est celui aussi qui va mourir durant la crise d'octobre en 1970. Donc, c'est un journal qui est très populaire auprès des étudiants et le devoir ne cesse de frapper, de frapper, de frapper, de faire ressortir justement la corruption, l'iniquité qui règne au sein de ce gouvernement-là. Et c'est un journal, évidemment, qui est dénoncé par Maurice Duplessis, mais c'est un journal qui est très lu et, comme je le disais, beaucoup dans la clientèle étudiante et on va donc s'inspirer beaucoup de ce journal-là. Peut-être la force de changement la plus importante, c'est le syndicalisme. Le syndicalisme québécois, bon, avait un modèle particulier qui était là depuis les années 1920, syndicalisme catholique, très peu revendicateur. Ce syndicalisme-là va changer radicalement durant les années 40 et 50. Euh, L'action des syndicats va évidemment aider énormément à l'amélioration des conditions de travail, des conditions salariales des travailleurs québécois. Tu sais, je parlais tout à l'heure, je parlais dans une autre capsule du salaire québécois qui va quadrupler à peu près durant la période. Le syndicalisme est certainement là. Sauf que pour y arriver, ben, pour arriver à améliorer les conditions des travailleurs, les syndicats vont devoir adopter une attitude plus ferme et voire même recourir de plus en plus, et ça on va le voir durant les années 40 et 50, recourir de plus en plus à la grève. Et ce sont des grèves qui vont frapper l'imagination, vont frapper davantage l'imagination par leur ampleur, par la vigueur que déploient les grévistes, mais en même temps aussi, ne pas oublier l'impact de la télévision. La télévision, j'en parlais dans une autre capsule, les télévisions qui se vendent de plus en plus dans les foyers québécois. Ben justement, là, tout d'un coup, les Québécois vont voir d'un côté, justement, l'énergie que vont déployer les travailleurs pour améliorer leurs conditions de travail, mais en même temps, les Québécois vont pouvoir voir aussi euh, l'action du gouvernement qui va tout faire pour briser ces grèves-là, l'action du gouvernement qui va souvent envoyer la police provinciale pour justement tasser les grévistes. Et donc, le gouvernement qui prend position ouvertement en faveur du patronat, et je le rappelle, un patronat essentiellement anglophone, donc des compagnies qui soient canadiennes anglaises ou des compagnies américaines. Donc, c'est ça ici qui va faire ressortir, quand je dis les grèves qui frappent l'imagination, ce sont des grèves justement qui vont faire ressortir d'une certaine manière que les Québécois ben, sont davantage des porteurs d'eau que des patrons. Donc, quelles sont ces grèves-là? Ben, je parle de la grève d'asbestos en 1959. Donc, ce sont des mineurs de l'amiante qui vont se mettre en grève, une grève qui va durer 5 mois, des mineurs qui vont se mettre en grève pour améliorer les conditions de travail, parce qu'on sait que travailler justement dans les mines d'amiante, c'est passablement difficile sur le plan de la santé. Et évidemment, ils veulent aussi de meilleurs salaires. Ils vont réussir à avoir justement des améliorations à leurs conditions de travail au bout des 5 mois de grève, mais mais évidemment, ils ont dû passer à travers un processus qui est très difficile. Comme je disais, la police provinciale va aller à plusieurs reprises briser des manifestations. On pense à la grève de Louisville en 1952. Donc, ce sont des travailleurs du textile. C'est une grève qui va durer 11 mois. Donc, des travailleurs de la Dominion Textile, une autre compagnie donc possédée par des fonds anglophones. Donc, encore une fois, donc une grève qui a été très violente. Action du gouvernement, encore une fois, tenter de briser la grève en envoyant euh, pardon, en envoyant la police provinciale. On peut penser à la grève de chez Dupuis Frères. Donc, le Dupuis Frères, c'est un grand magasin montréalais où les Canadiens français allaient s'habiller, où le clergé allait s'habiller aussi. On vendait un paquet de soutanes. Grève chez Dupuis Frères, ça aussi, ça va frapper l'imagination des Québécois. Il y a la grève de Murdochville en 1958. Donc, c'est encore une fois, ce sont des mineurs qui vont se mettre en grève. Et là, encore une fois, ben, c'est le gouvernement qui essaye de briser les lignes de grève afin qu'on puisse afin que des briseurs de grève, donc des employés de remplacement, puissent venir travailler à la place des travailleurs qui sont en grève et qui n'avaient plus de contrat de travail. Donc, la grève va durer 7 mois. Les médias seront très présents et on va pouvoir justement relayer par la télévision des actes de violence qui sont là.
Un autre grève qui va frapper aussi très fort dans l'esprit des Québécois, c'est la grève des réalisateurs de Radio-Canada en 1959. Donc, ce sont les directeurs des émissions de télé, d'une certaine manière, ceux qui gèrent les plateaux. Et là, ce qu'on réalise en 1959, c'est que les réalisateurs du réseau français de Radio-Canada sont payés essentiellement 2 fois moins que les réalisateurs du réseau Henri Lay de Radio-Canada, donc la CBC. Donc, injustice d'une certaine manière. Et donc, et moi, la photo qui est là, elle est intéressante. Donc, c'est une manifestation d'appui aux réalisateurs de Radio-Canada, mais en même temps, regardez, The Bank of Montreal. Donc, le visage anglophone de Montréal est tout à fait là. Et je pense qu'il y a une prise de conscience à ce moment-là que des Canadiens français, il y a une espèce de prise de conscience qu'ils sont d'une certaine manière encore un peu dans des citoyens un peu de seconde zone dans leur propre pays, que leurs intérêts sont complètement, en fait, qu'ils sont d'une certaine manière dominés par un pouvoir économique encore très largement anglophone. Un autre événement qui va vraiment, en fait, moi, que je trouve très typique de la période, je ne suis pas en train de dire que c'est la cause de la Révolution tranquille, mais dans ce contexte où je parle de grève, où les Canadiens français commencent à être écœurés d'être soumis à un pouvoir anglophone, ben, il y a une histoire qui va se développer autour de Maurice Richard. Maurice Richard, c'est l'idole des Canadiens français. C'est le meilleur joueur de hockey de l'époque. C'est un marqueur de but prolifique. C'est un homme, mon Dieu, à la ténacité, une ténacité, mon Dieu, qui est sans fin. Alors, c'est le joueur de hockey par excellence. Mais Maurice Richard, lui, avait décidé de prendre la plume, c'est-à-dire il va produire une chronique de façon régulière dans un journal montréalais. Cette chronique, évidemment, elle sera largement lue. Et Maurice Richard dénonce le fait que lui, dans son domaine de travail, c'est-à-dire le hockey, il est victime d'un double standard. C'est-à-dire qu'il est davantage accroché, frappé, et tout ça au vu et au su des officiels, des arbitres, et qui laisse faire. Maurice Richard, il juge qu'il est davantage victime d'actes de violence que n'importe quel autre joueur de la Ligue ou que les autres grandes vedettes anglophones. Par conséquent, il va dénoncer cette situation-là. Or, il arrive un événement, c'est au mois de mars 1955. Le Canadien joue un match à Boston contre les Bruins et Maurice Richard, ben, tanné de se faire frapper, engage un combat avec le joueur des Bruins en question. Pendant le combat, il y a un arbitre qui a essayé de retenir Maurice Richard et pendant que l'arbitre retenait Maurice Richard, ça a permis au joueur de Boston de le frapper encore davantage. Donc, Maurice Richard va pousser l'officiel pour reprendre le combat. L'officiel va tomber sur la glace. C'est évidemment un geste qu'on ne peut pas faire et la cause va être portée devant le président de la Ligue nationale qui va décider s'il y aura une sanction ou non pour Maurice Richard. Or, ce président de la Ligue nationale, dont les bureaux sont à Montréal à ce moment-là, ce président de la Ligue nationale, Clarence Campbell, va suspendre Maurice Richard pour le reste de la saison régulière, mais également pour toutes les séries éliminatoires. Donc, pour un geste, je dirais pas nécessairement anodin, mais un geste qui n'est pas si spectaculaire que ça, le Canadien est donc privé de son meilleur joueur et les Canadiens français sont privés de leur héros. Et là, ben, ça va amener une vague de dénonciation, d'autant plus, comme je le disais, qu'à l'époque, les bureaux de la Ligue nationale de hockey, donc là où travaille Clarence Campbell, c'est au centre-ville de Montréal. Le match suivant des Canadiens, maintenant privés de leur capitaine, le match suivant des Canadiens a lieu au Forum contre les Red Wings de Détroit. Et donc, à ce moment-là, et là, c'est le comble de l'insolence d'une certaine manière, le président de la Ligue nationale, Clarence Campbell, donc qui est ici, va venir prendre sa place habituelle au Forum. Et pour moi, ben, ça témoigne d'une espèce d'incompréhension totale, où, en fait, le type est complètement insouciant, mais sinon, je pense sincèrement que c'est une incompréhension. Clarence Campbell travaille dans le secteur, donc dans le centre-ville de Montréal où les affaires se font essentiellement en anglais. Il habite dans un quartier anglophone de Montréal, ne lit probablement pas ce qui se passe dans les journaux francophones, ne comprend probablement pas la colère des Canadiens français à son endroit. Alors lui, de façon, comme je disais, insolente, vient prendre sa place donc au forum. Donc, c'est le match qui suit la suspension de Maurice Richard. Et pendant toute la première période, bien évidemment, les joueurs du Canadien sont un peu désorganisés, mais c'est surtout dans la foule que ça se passe. Donc, on va asperger Campbell de bière, on va lui lancer du popcorn, on va lui lancer des tomates, on va lui lancer toutes sortes d'objets. Et là, bien évidemment, pour sa propre sécurité, on va faire sortir Campbell du forum, mais la colère est à son comble, et tellement à son comble, qu'à la fin de la première période, il y a un spectateur qui était là, qui va lancer une bombe fumigène dans le forum. Donc, le forum se remplit de boucanes, et donc, on va procéder à l'évacuation du forum. Le match est annulé. En fait, on concède
concède la victoire aux Red Wings. Le match est annulé. La foule en colère, donc à peu près 10 000 personnes, sortent en colère sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et cette foule en colère ben, vient rejoindre d'autres manifestants qui étaient déjà présents sur la rue Sainte-Catherine depuis bien avant le match, où on dénonce complètement Clarence Campbell. Donc la situation dégénère et la rue Sainte-Catherine littéralement éclate. Euh, les vitrines des commerces vont partir en éclats et on est obligé d'envoyer la police pour calmer l'émeute. Le lendemain, ben, Maurice Richard va prendre la parole. On va le forcer à prendre la parole pour demander aux Canadiens français, aux partisans du Canadien, de se calmer et de ne pas recommencer des situations comme celle-là. Bon, la chose va finir là, l'histoire finit là. Puis effectivement, en 1955, les Canadiens vont perdre la Coupe Stanley. Ils vont gagner les 5 années suivantes. Mais moi, pour moi, c'est un événement qui est bien représentatif de l'époque, en ce sens que les Canadiens français commencent à se tanner d'être soumis justement à une autorité passablement anglophone. Quand on parle aussi de force de changement, ben, il faut parler du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec avait connu un passage à vide d'une certaine manière, avait du mal à se financer, mais à la fin des années 50, va prendre un nouveau, va prendre on va avoir une espèce de regain de vie. Surtout quand on va chercher un ministre un peu obscur du gouvernement fédéral, Jean Lesage, et on va lui demander de prendre la direction du Parti libéral. Et il va le faire. Et Jean Lesage, ben d'abord, c'est un orateur, mon Dieu, assez aguerri. C'est un type qui est quand même assez connu au Québec. C'est un type qui est capable de débattre, mais surtout, il va se présenter comme une espèce de rassembleur, c'est-à-dire qu'il va littéralement ouvrir les portes de son parti à toutes ces personnes, justement, à toutes ces forces de contestation dont je parle depuis quelques minutes. Et le Parti libéral va commencer effectivement à ramasser des candidatures de prestige pour l'élection, en vue de l'élection de 1960, des candidatures de prestige qui vont venir de tous les domaines. Fait que là, donc, autrement dit, Jean Lesage est en train de préparer ses troupes au combat. Dernier épisode de cette présentation du Québec d'après-guerre, je l'appelle désormais. Désormais, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de maintenant. C'est que là, à la fin de 1959, il y a un événement qui vient bouleverser le Québec, mais alors là, de façon profonde. C'est la mort de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis va mourir le 7 septembre 1959, donc c'est le jour de la fête du travail. Il va mourir au lac Nob, dans le chalet de la compagnie Iron Ore. Effectivement, cette grande compagnie avait fait construire un grand chalet dans le Grand Nord québécois afin que ses dirigeants, donc des présidents et vice-présidents, puissent venir y pêcher ou y chasser. Et Maurice Duplessis avait accepté l'invitation d'un de ces hauts dirigeants de la Iron Ore de venir visiter la région. Duplessis était curieux de voir justement ces grandes mines et tout ça dont on parlait souvent. Donc c'est où? C'est comme je vous le dis, c'est au nord de Shefferville, c'est très très loin, et Maurice Duplessis peut effectivement aller faire un tour de ces fameuses mines qui, d'une certaine manière, qui enrichissent d'une certaine manière le Québec. Mais pendant qu'il est au chalet, ben, Duplessis subit un accident cérébral vasculaire et va mourir après 3 jours d'agonie. Par conséquent, son corps est ramené à Québec et on va lui tenir des funérailles nationales. Les Québécois sont sous le choc. On ne s'y attendait pas. On ne savait pas que le premier ministre était malade. Et on est surtout habitué à Maurice Duplessis. Ça fait 15 ans qu'il est là. Et comme je vous le disais aussi, il fait figure un peu du père de la nation québécoise. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont tristes. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est qui va devenir premier ministre du Québec? Euh, L'Union nationale, dans sa façon de fonctionner, n'a pas nécessairement d'un mécanisme pour remplacer le chef. Mais les députés de l'Union nationale, à l'unisson, vont tous tourner leur regard vers celui qui serait essentiellement le successeur désigné de Maurice Duplessis. Il s'appelle Paul Sauvé. Il fait partie du cabinet de Maurice Duplessis depuis 1936. Euh, il est entré en politique, il était tout jeune, il avait 23 ans, puis ça a été un héros pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est lui, justement, qui reprend en main le gouvernement de l'Union nationale. Et là, ben, c'est là que Paul Sauvé va commencer à parler de désormais. Il va dire Duplessis a été un grand chef, Duplessis a fait beaucoup pour le Québec, mais désormais, on va faire les choses peut-être un peu autrement. À partir de maintenant, on va faire les choses un peu autrement. Et les 3 derniers mois de l'année 1957 vont effectivement, en fait, pour certains, c'est peut-être le début d'une révolution tranquille. Ce que veut Paul Sauvé, ce qu'il promet à ce moment-là, c'est d'accroître le rôle de l'État dans différents domaines, dans la sphère sociale, dans la sphère économique.
Il veut refaire, donc il amorce un programme de refonte de la fonction publique. Donc, remplacer les fonctionnaires incompétents qui n'avaient été engagés que pour leur affiliation politique, les remplacer par des professionnels. Et donc, de ces jeunes professionnels qui sortent de plus en plus des universités québécoises et qui reviennent peut-être d'universités étrangères bardées de diplômes de toutes sortes, il faut engager, justement, dit Paul Sauvé, ces ressources-là qui vont vraiment être importantes pour moderniser le Québec. Il va accepter de faire participer le Québec au programme de subvention qu'offre le gouvernement fédéral aux universités québécoises, donc, et que les universités ont vraiment besoin de cet argent-là. Donc, Duplessis avait toujours refusé de participer à ce programme-là parce qu'il y voyait une incursion du gouvernement fédéral dans un champ de compétences provinciales. Le gouvernement de Paul Sauvé va faire adhérer le Québec au programme d'assurance hospitalisation mis sur pied par le gouvernement fédéral. Duplessis avait refusé de le faire adhérer le Québec, jugeant que c'était une incursion du gouvernement fédéral dans un domaine de compétences provinciales. Et là, on va voir graduellement un dégel des relations avec le gouvernement fédéral parce que Duplessis était en situation essentiellement de confrontation à peu près tout le temps. Donc, c'est vraiment une espèce de train de réformes qui sont en train de se mettre en place. Les Québécois semblent prêts à embarquer dans ce mouvement-là lancé par Paul Sauvé. Et peut-être que Paul Sauvé aussi est en train de préparer l'élection de 1960. Mais là, coup de théâtre, c'est le temps des fêtes au Québec, les gens ont fêté le Nouvel An, et là, on ouvre la radio le 2 janvier 1960, et on apprend que Paul Sauvé est décédé d'un arrêt cardiaque la veille. Donc, le Québec, à nouveau, se retrouve à organiser des funérailles d'État pour son premier ministre pour la deuxième fois en 3 mois. Et là, ben, à l'Union nationale, le problème, il est tout là. Qui va succéder à Paul Sauvé? Alors là, alors à ce moment-là, c'est vraiment moins clair que ce l'était dans le cas de Paul Sauvé. Et là, ben, les députés de l'Union nationale vont commencer à se chicaner passablement entre eux. Plusieurs essayent de s'imposer jusqu'à temps qu'on trouve un candidat qui va recueillir l'aval d'une majorité de députés. Donc, c'est Antonio Barrette qui va devenir premier ministre à partir donc du mois de janvier 1960 et il va continuer justement les réformes du gouvernement Sauvé. Sauf qu'on est en 1960, ça fait 4 ans qu'il y a eu une élection et et le gouvernement Barrette va déclencher des élections pour le 22 juin 1960. L'élection, elle sera serrée. Les libéraux vont finir que par l'emporter, mettant fin à 16 années de gouvernement de l'Union nationale. Euh, et c'est vraiment le point de départ de la fameuse Révolution tranquille. Et ça va faire l'objet de notre prochaine capsule.